Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous êtes tous bien. Je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer juste une petite chose par rapport au cours. Vous savez évidemment les manuels d'histoire, d'accord, qu'on va suivre toujours. Donc, c'est bien sur la page 121, d'accord, lire la crise du Front populaire. Vous avez aussi sur la salle virtuelle quelques documents. Un commentaire des documents déjà à faire pour la semaine prochaine que vous allez devoir me rendre sur Internet. D'accord. Je vais vous donner aussi des indications là-bas. Vous savez aussi sur la salle virtuelle, dans la partie haute, disons, l'endroit où vous pouvez ajouter, vous pouvez télécharger les travaux de votre livre si vous voulez les faire. D'accord? Je vous rappelle, c'est un travail à faire en français. Et puis après, voilà, je voudrais commenter juste la fin de cette unité-là, où est-ce que nous étions donc. Voilà, pardon, je m'arrête, hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir corriger ça après, mais bon. Et j'espère que avant de commencer, vous soyez vous soyez capable de vous maintenir chez vous, de ne pas sortir, surtout absolument pas faire la fête, de ne pas voir des autres, de ne pas voilà, faire la queue même au magasin, bon, d'essayer de vous isoler un petit peu, hein. Et bon, juste ça, je sais que vous allez le faire, donc peu importe. Alors, je reviens. Pour l'histoire de la France à partir de 1936. D'accord? J'ai un peu ici mes notes que je vais lire deux fois pour commenter, mais voilà. Où est-ce que nous étions? La crise du Front populaire. C'est quoi la crise du Front populaire? La crise du Front populaire, elle arrive au moment de la formation presque du Front populaire. Oui, les élections ont donné lieu à un gouvernement des gauches, de coalition des gauches, dans lequel il y a Léon Blum, président du Conseil et ministre du Parti radical, centre-gauche, d'accord, et avec les soutiens des communistes à la gauche de la gauche. Mais il n'y a pas de ministre communiste, d'accord, c'est ça en avril-mai. Très bien. En juin 1936, il y a les grèves joyeuses, heureuses, les balades, etc., etc. Il y a les accords des Matignon aussi, donc réforme importante, réforme très intéressante du point de vue de l'histoire du mouvement ouvrier français, de la CGT, la CGTU, d'accord, qui est déjà rallié à la CGT. Il y a qu'un seul syndicat important en France, mais très tôt, il y a des problèmes. Déjà, l'automne, vous pouvez le lire dans les livres, hein, c'est facile. Déjà, l'automne 1936, il va y avoir un autre leader du Parti radical. Édouard Herriot va être remplacé par Daladier. Et Daladier, il était un peu plus conservateur que Herriot. Et donc, ce gouvernement trop à gauche sera plus contesté au sein du gouvernement lui-même. C'est comme s'il y avait un gouvernement éventuel d'aujourd'hui, dans une éventuelle coalition, il y avait un autre chef de parti de centre-gauche qui était plus conservateur. Voilà, faire pour des comparaisons avec l'actualité. En plus, il y a d'autres problèmes. Par exemple, Léon Blum, il est partisan du réarmement de la France. Pour cela, il faudrait en pleine crise et augmenter le budget de l'État, ce qui était compliqué. Et voilà, il y a les radicaux qui ne sont pas tout à fait d'accord. D'accord. Et puis après, pour ces politiques de réarmement, il y a aussi la politique de la Grande-Bretagne, les Britanniques, qui ne sont pas de cette opinion-là. Ils sont plutôt partisans de la politique d'apaisement de l'Allemagne. D'accord. Et à cela, on ajoute qu'à partir de l'été 1936, la guerre civile a commencé en Espagne. Léon Blum et les radicaux vont plutôt être partisans de la non-intervention, surtout pressés par les Britanniques, par le peuple français qui craint voilà, les contacts le fait qu'une guerre civile comme celle-ci, comme celle de l'Espagne, puisse commencer en France aussi, et donc ils veulent plutôt isoler l'Espagne. Cela entraîne un conflit avec les communistes placés à la gauche de la coalition, d'accord, parce qu'ils sont plutôt partisans de soutenir la République espagnole. Et après, il y a l'évolution qui continue, hein. On est en 1936, l'automne. En février 1937 déjà,
Léon Blum va devoir annoncer que les réformes n'iront pas si loin. D'accord? Donc, il impose des réformes. C'est-à-dire les réformes qui entraînent des fois des politiques de nationalisation d'industrie, etc., vont s'arrêter. Voilà. Le Parti radical ne veut pas ce genre de politique trop à gauche, d'après eux. Puis après, déjà, même en juin 1937, Léon Blum il va devoir démissionner par première fois. Et donc, un autre président du Conseil, Chaudin, arrive au pouvoir. Le Front populaire, il est assez affaibli. Les communistes ne sont pas trop partisans de voir comme président du Conseil, chef du gouvernement, quelqu'un même plus à droite que Léon Blum. Mais voilà, il y a toujours, même si affaibli, les Fronts populaires. Finalement, même Chaudin va devoir démissionner encore une fois. C'est le moment d'arriver en avril-mars pour un mois de Léon Blum encore une fois, mais il va devoir démissionner finalement. À ce moment-là, c'est lui qui arrive au pouvoir, c'est lui qui va devenir président du Conseil et Daladier, d'accord? Mais Daladier ne comptera pas sur l'aide des ministres communistes, et donc il va se rallier plutôt à droite. Les Fronts populaires, il est fini. Donc, mars 1938, en France, président du Conseil, Daladier. Plutôt partisan de contenir les Allemands, d'accord, d'une politique de réarmement, mais pas trop radicale, d'accord. C'est un gouvernement de centre-droite, des gouvernements de centre-droite qui s'efforcent, d'accord, avec des ministres, des ministres républicains radicaux. À cela, on doit ajouter, là on change, la politique extérieure. Qu'est-ce qui se passe? Surtout en Allemagne. D'accord? Il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu. D'accord? On est en mars 1938. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau international? Hop. Mars aussi, 1938. L'Allemagne incorpore l'Autriche. C'est la politique de l'Auschwitz. D'accord? Voilà. Éric Vuillard, si vous voulez lire, petit livre, pas trop long, prix Goncourt en 2017. Et donc voilà. Il y a la pression des hommes politiques, des hommes d'affaires allemands et autrichiens. Il y a voilà, l'incorporation au Troisième Reich de l'Autriche. Donc une politique étrangère allemande agressive. Après cela, en 1938, il y a une radicalisation des positions allemandes. Hitler, après l'été 1938, il annonce qu'il va, quoi qu'il se passe, incorporer les Sudètes. Les Sudètes, c'est une région de la Tchéquie, l'actuelle Tchéquie. Au nord, à l'ouest et au sud, c'est petit territoire de la République tchécoslovaque. La population allemande, d'accord, qui veut incorporer absolument au Troisième Reich. Il annonce cela pour le 1er octobre. Il voulait déjà Hitler la guerre. Sauf que voilà, il surestimait un peu les forces de l'Allemagne. Il surestimait vraiment parce que l'Allemagne n'était pas vraiment préparée pour les débuts d'une guerre mondiale. Mais bon, grâce à l'intervention de Mussolini, au lieu de la guerre, il y aura une conférence, des accords de paix, des accords de Munich, fin septembre, 28-29 septembre 1938. Et donc, la guerre n'y commence pas. Mais à partir de ce moment-là, en Europe de l'Est, à la Pologne, en Hongrie, à la République tchécoslovaque elle-même, on voit que son allié, la France, n'est pas un allié fiable, n'est pas un allié confiable. Et donc, la position de la France au niveau international est affaiblie. Sont arrivés à l'aéroport de Paris, Daladier craint qu'il s'est trompé. Voilà. Il n'était pas loin de les croire. Sauf que les Britanniques ne voulaient pas la guerre. Les peuples français, pour la plupart, ont dit qu'ils ne voulaient pas la guerre non plus. Et puis après, dans son parti lui-même, il y avait surtout son ministre des Affaires étrangères, Georges Bonnet, qui ne voulait pas la guerre non plus. D'accord? C'est là, en septembre 1938. Et après, on arrive à 1939. Il y a toujours les tensions de la guerre civile espagnole. 1939, janvier, février, mars, d'accord. À mars 1939, quelques mois après,
l'Allemagne incorpore directement toute la Bohême Moravie, c'est-à-dire l'actuelle République tchèque, ou la Tchéquie, c'est-à-dire l'ouest de la République tchécoslovaque. L'est, c'est-à-dire la Slovaquie, va rester un pays satellite de l'Allemagne nazie. Et la Tchéquie, c'est-à-dire Bohême Morave, la partie ouest, va devenir un protectorat allemand. À ce moment-là, tout le monde sait que la guerre mondiale a presque commencé ou elle va commencer. Il n'y a pas de choix. C'est juste une question d'État. C'est pour cela que quand nous étudions la guerre civile espagnole, la République voulait retarder les moments de la défaite parce qu'ils savaient que la guerre mondiale allait commencer. Ce n'est pas quelque chose qu'on croyait, c'est quelque chose qu'on savait vraiment. D'accord? C'est pour ça qu'ils voulaient résister quoi qu'il se passe. Mais finalement, c'est là, voilà, ils vont être des faits avant les débuts de la guerre mondiale. D'accord. Il y a toujours Daladier comme chef de gouvernement. D'accord. Albert Lévrand, il est le président de la République, mais cela importe beaucoup moins. Et voilà. Vous voyez qu'à partir de celle-ci, 1936, il va y avoir plusieurs chefs de gouvernement. Ça, c'est assez normal. Hein. Lors de la Troisième République, même si elle dure presque plus de 70 ans, seulement 3 gouvernements vont durer plus de 300. Donc, c'est une république stable dans la durée et instable à l'intérieur, hein, parce que c'est une république très parlementaire. Il peut y avoir, avec, voilà, je le répète, un même équilibre des forces, un chef de gouvernement de gauche ou de droite ou de quoi qu'il en soit, parce que les députés peuvent changer d'avis ou ils peuvent se former des majorités différentes. Finalement, la guerre mondiale commence, d'accord, en août 1939. L'Allemagne et l'URSS signent le pacte des non-agressions germano-soviétiques, les pactes Molotov-Ribbentrop. D'accord, voilà, c'est les pactes germano-soviétiques pour lesquels ils vont partager la Pologne. À partir de ce moment-là, le destin de la Pologne il est décidé. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Et la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est le début de la guerre mondiale. En ces moments-là, il faut penser que les communistes ils étaient contre les accords de Munich. La gauche était contre les accords de Munich. Aussi un parti des centre-droite, d'accord, qui était contre les accords de Munich. Mais à partir de ce moment-là, les communistes vont être dans une position difficile. D'un côté, il était hyper antifasciste, de l'autre, voilà, il vient de signer, ou la puissance communiste vient de signer un accord avec eux. Donc, il se trouve dans une position difficile. Hein. S'il y a une union sacrée pour la Première Guerre mondiale, il n'y en aura pas pour la Seconde Guerre mondiale. Et donc, cela fait une grosse différence. Hein. On va voir comment on va devoir faire face la France à l'Allemagne, à la guerre mondiale. Et moi, je m'arrête parce que la France pendant la guerre mondiale, c'est l'unité suivante. Désolé si moi j'ai dit trop ou n'importe quoi, et voilà. Ça a été édité, c'est là. Donc voilà. À la prochaine, je vous vois ou je vous lis sur la salle virtuelle si c'est toujours possible. Hein. Bon courage, n'arrêtez pas de réviser. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-moi. Au revoir.